yaa ngi napp booy de booy. non xam nga dama leen xam quoi c'est-à-dire que xam nga léegi yaay duñu gérer booy léegi yéen ñun sens boobu la ñu amul booy seen papa yi fu ñu nekk rek la ñuy nekk quoi. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver après quelques semaines de pause pour une nouvelle série de webinaires initiés par l'Ex-Africa et le programme Citizen de JIDER. Ces conférences virtuelles portent, nous le rappelons, sur les différentes implications dans la gestion de la COVID-19, une pandémie qui a fait depuis décembre 2019, selon les dernières statistiques, 6,7 millions de cas confirmés et près de 400 000 décès. Sur le plan sanitaire, le continent résiste tant bien que mal, un peu plus de 2000 morts recensés officiellement depuis fin mai, alors que les organismes internationaux, l'Organisation mondiale de la santé notamment, avaient prédit jusqu'à 190 000 victimes. Vous le voyez donc, pour le moment, nous sommes encore très loin de l'hécatombe. Mais pouvons-nous en dire autant pour ce qui est de l'aspect économique? Le choc massif et brutal produit par la pandémie de coronavirus et par les mesures d'arrêt de l'activité prises pour l'enrayer plonge l'économie mondiale dans une grave récession. Selon les prévisions de la Banque mondiale, diminuera de 5,2% cette année, ce qui représente la plus forte récession planétaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pour la première fois depuis 1870, un nombre sans précédent de pays va enregistrer une baisse de leur production par habitant. C'est moins ce qu'indique la Banque mondiale dans sa dernière édition semestrielle des perspectives économiques mondiales publiée ce 8 juin. L'assouplissement des mesures de confinement partout sur le continent pour permettre une reprise correcte des activités, surtout celles du secteur informel et autres secteurs pourvoyeurs de devises, les appels en vue d'une annulation de la dette, alors que l'économie internationale est aujourd'hui dans une position, comment dire, incommodante, sont une illustration de l'état de déliquescence de nos économies qui étaient pour la majorité déjà moribondes, des économies de servitude. Il est clair que dans l'après-Covid-19, les choses ne seront plus comme avant. Cette pandémie nous a édifiés sur au moins un aspect: nos modèles économiques ne sont pas viables. Alors, quel modèle économique pour l'Afrique après Covid-19? C'est le thème de cette conférence ce soir avec notre invité, Mamadou Lamine Ba, directeur environnement des affaires à l'APIX, l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux.
Monsieur Ba, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, je dirais Tata. Merci beaucoup, Lamine. Alors, nous allons d'abord vous poser quelques questions d'actualité avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Des questions liées à votre fonction de directeur de l'environnement des affaires à l'APIX. D'abord, dites-nous, Lamine, qu'est-ce qui attire les investisseurs directs étrangers dans un pays? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a deux aspects. Hein. Les IDE sont liés au flux de capital. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort? Je pense qu'il y a deux aspects essentiels et il faut qu'on parle un peu des fondamentaux. C'est ce que le capital cherche. La première chose, et je pense qu'il est important dans un pays, c'est les talents. Donc, c'est la capacité de ces ressources humaines qui sont de plus en plus déterminantes sur l'attraction des investissements étrangers quand on regarde. Après, l'autre aspect viendront peut-être les ressources physiques, le positionnement stratégique, la qualité des institutions. Donc, ces facteurs mis ensemble pourront faire qu'un pays attire plus ou moins que les investissements. On a vu des pays qui peuvent assurer des idées spéculatives sur des ressources, par exemple naturelles, mais n'arrivent pas à les maintenir. Et qu'on a des pays, forcément, peut-être qu'ils ne sont pas forcément des pays qui sont dotés en des ressources, mais qui ont travaillé sur des qualités des institutions, qui ont travaillé à produire des talents, des pays comme Singapour, et ces pays sont arrivés à capter plus d'IDE que tous ces pays réunis africains. Voilà. Alors, Lamine, quand on parle de IDE, qu'est-ce qui attire vraiment ces investisseurs directs et étrangers? Comme vous venez de le dire, hein, d'une manière générale, vous évoquez les ressources humaines, la stabilité politique, la qualité des institutions, mais il y a des aspects dont vous ne parlez presque jamais. Il s'agit par exemple de l'électricité. Il y a l'électricité également qui attire ces investisseurs directs et étrangers, une électricité abondante et à moindre coût. Quand on compare par exemple le prix de l'électricité au Sénégal et en Côte d'Ivoire, le Sénégal est à 90 francs CFA le kilowatt, alors que la Côte d'Ivoire est à 50 francs CFA le kilowatt. Je parle sous le contrôle de Ndeye Absening, qui est actuellement en Côte d'Ivoire et le membre de JIDER et suit très bien ce webinaire. Il y a autre chose également, la fiscalité. Si elle est élevée, bien évidemment, les investisseurs vont voir ailleurs. Mais d'une manière plus globale, dites-nous, est-ce que le Sénégal est vraiment attractif actuellement? En fait, un investisseur, comme j'ai dit, il va croiser des paquets de biens. Ce n'est pas un seul indicateur. Par exemple, vous pouvez avoir, je donne un exemple, ces 10 dernières années, un pays qui l'a fait, il a hyper bien joué sur le facteur électricité, c'est l'Éthiopie qui a pu produire de l'électricité. Autant on n'a pas produit, mais le pays faisait face, c'était un pays, ce qu'on appelle d'interland. Donc, il faut évacuer ces produits. Donc, vous voyez, le Sénégal a un port qui est bien situé, un positionnement stratégique assez, quand on regarde en termes de temps, en termes de livraison. C'est vrai, on a aujourd'hui des défis à relever en termes d'électricité, mais l'électricité, il y a trois choses que l'investisseur va regarder. Il y a la disponibilité, il y a le prix et il y a la qualité. C'est les trois aspects de l'électricité quand on regarde. Et nous pensons que ces dernières années, le pays a commencé à remonter la pente en travaillant d'abord sur les questions de disponibilité, sur la qualité de l'approvisionnement. Quand on parle de qualité de rétribution, l'investisseur va le regarder. Est-ce que quand il vient dans ce pays, il a besoin de mettre en place des groupes de secours pour pouvoir fonctionner, oui ou non? Et ça aussi, ce n'est pas tous les investisseurs. Est-ce que toutes ces conditions sont réunies pour le Sénégal? Je pense qu'il n'y a pas un pays qui réunit au même moment toutes les conditions. Mais ce qui est important pour le pays, c'est jouer sur un package. Le Sénégal est un pays qui, jusqu'à aujourd'hui, a joué sur un package assez intéressant. Moi, ce que je parle, c'est le package réputationnel. Et souvent, ce que je dis aux collègues, si on tue notre package réputationnel, est-ce qu'on a la capacité d'avoir de l'avance sur les autres packages? Peut-être un pays comme l'Angola peut ne pas jouer sur le package réputationnel parce que les dotations naturelles sont tellement fortes. Un pays comme la Côte d'Ivoire où il pleut 6 à 8 mois l'année, pour l'agriculture, on n'a pas besoin de faire beaucoup de promotion. Les plantations d'EVA, l'anacarde, ça viendra de façon naturelle. Donc, des pays comme le Sénégal
Des Oui. pays comme le Rwanda, des pays peut-être comme l'Éthiopie, d'autres pays, ce qu'on appelle en général les pays d'interland ou les pays de petite population, ont besoin de jouer beaucoup plus sur la réputationnelle et comme ce que vous dites, sur la qualité de vie, sur les coûts des facteurs de production et l'expérience des pays comme Dubaï, comme Singapour, comme tout récemment Myanmar, un pays comme Myanmar, on ne le dit pas assez. Myanmar, Indonésie, Cambodge, c'est des pays qui ont joué sur ces facteurs pour montrer que c'est possible d'attirer des investissements directs étrangers sans être une grande population, sans être, mais je reviens, la capacité de l'éducation et des disciplines du pays, pour moi, c'est le facteur de différenciation qui compte le plus. En tout cas, on a fait quelques recherches sur le sujet avant cette session pour savoir combien représentaient à peu près les investissements directs étrangers. Et on s'est rendu compte que c'est entre 2 et 3% du PIB au Sénégal. Ce n'est pas très important. Finalement, on s'interroge sur la pertinence de tous les investissements qui ont été consentis, notamment le TER, la ville de Diamniadio, l'autoroute Ila Touba ou le bus rapide de transit, puisque les investisseurs ne se bousculent pas. 2 ou 3% du PIB au Sénégal, ce n'est pas très important. Non, je pense que c'est important. Il faut voir que ces 2-3%, ce n'est pas de l'aide, ce n'est pas du transfert réel, c'est du cash investi dans le pays. Et souvent, je pense que les infrastructures qu'on cite, elles ne sont pas faites a priori en premier pour les idées. Quand on regarde les idées que le Sénégal a tirées ces dernières années, ne sont pas forcément reliées forcément avec ce que les gens disent, ces infrastructures. Mais elles sont importantes. Avoir jusqu'à maintenant le modèle sur lequel on a fonctionné jusqu'au Covid, à l'arrivée de Covid-19, avoir un bon aéroport, avoir les conditions de mobilité dans le pays, sont considérés comme des facteurs déterminants. Peut-être on se posera la question, est-ce qu'après Covid, c'est déterminant ou pas? Mais personnellement, je pense que c'est des choses qui permettent au pays lui-même d'améliorer ce qu'on appelle la qualité de vie de son pays lui-même. Parce que de plus en plus, ce que nous sommes en train de voir, l'investisseur ne vient pas ex nihilo. Les investisseurs sont fortement corrélés avec les investisseurs domestiques. Les gens préfèrent aujourd'hui acheter une compagnie qui a de la réputation, entrer dans le capital d'une compagnie qui a de la réputation dans le pays, que de venir eux-mêmes faire du Greenfield Project, comme on l'appelle, un projet où ils arrivent. Parce qu'aujourd'hui, la théorie sur l'investissement direct étranger a beaucoup évolué. Quand vous regardez ces dernières années, les gens ont plus investi dans la cimenterie du Sahel, dans Kiren, dans Sedima, leur argent, ou dans Enema, qu'ils sont venus faire eux-mêmes des projets propres. Voilà. Maintenant, il y a quand vous prenez les mines, quand vous prenez d'autres, c'est dans un autre scénario. Alors, Mais, on va ramasser les questions parce que là, il s'agit tout simplement de discuter un peu sur des questions d'actualité ou bien qui concernent vos fonctions. Donc, ce sera des réponses assez courtes et on aura le temps de développer davantage durant les discussions avec les followers qui nous ont rejoints également très nombreux aujourd'hui depuis le début de nos webinaires en mars dernier. Lamine Ba, l'APEX a entre autres missions l'accompagnement des investisseurs nationaux au Sénégal. Peut-on avoir une idée de l'impact de la COVID-19 sur les investissements nationaux? Je pense qu'il y a une enquête récente qu'on a faite avec nos collègues du dispositif d'appui au secteur privé qui montre qu'au minimum, presque 90% des entreprises ont ressenti l'impact du Covid, soit en termes d'arrêt temporaire ou dans. On a à peu près 41% des entreprises formelles qui semblent dire qu'ils ont eu au minimum une perte autour de 30% de leur chiffre d'affaires annuel, de leur chiffre d'affaires du moment. Donc, l'impact, elle est réelle, elle est certaine. Et surtout qu'on a des entreprises dont une partie des inputs, ce que j'appelle, c'est-à-dire ce qu'ils utilisent comme matière première, proviennent parfois de l'extérieur, que ce soit le secteur du commerce. Quand vous regardez le secteur informel, tous les gens qui sont dans la distribution des biens et d'équipements, dans la distribution des trucs, dépendent de ce que les gens produisent de l'extérieur. Donc, vous voyez à peu près comment ça peut engendrer dans tout. Souvent, quand les gens parlent d'impact sur le secteur informel, ils ne vont pas en détail pour dire que le secteur informel, dans la réalité, en sa grande, surtout dans sa composante commerce, n'est que le circuit de distribution des importations. Et c'est cette analyse qu'on doit avoir
pour pouvoir bien résoudre après le problème du secteur informel. Ouais. On sait également que les opportunités d'affaires et les idées de projet sont quand même assez nombreuses en Afrique, en raison de sa forte population jeune, qui constitue une main-d'œuvre importante, même si la qualification n'est pas toujours au rendez-vous, en raison aussi des ressources naturelles du continent, même s'il est admis qu'elles ne sont pas le moteur de la croissance. Les observateurs ont tout de même reconnu qu'elles y contribuent grandement. La découverte d'importantes réserves de gaz et de pétrole devait rendre les opportunités d'investissement et les initiatives entrepreneuriales beaucoup plus conséquentes, avec un économie certain sur l'économie nationale. Maintenant, à quoi faut-il s'attendre à présent que la donne Covid-19 doit être prise en compte? Non, je pense que la perspective du Sénégal restera bonne après Covid-19. Maintenant, il y a des ajustements à faire. Peut-être qu'il y aura des délais sur l'aspect. Parce que les gens, souvent, on doit comprendre, quand on regarde le Sénégal est passé dans un niveau de captation d'investissement direct étranger, si je reviens sur ça, autour de 200 millions de dollars par an, à peu près aujourd'hui 600 millions de dollars. Donc, ça veut dire que de 100 milliards, à peu près 300 milliards par an. Ça, c'est sans l'arrivée du pétrole, parce que ces investissements sont surtout faits dans les secteurs horticoles, un peu dans la pêche et dans l'immobilier et l'hôtellerie. C'est vrai, ça va être impacté. Maintenant, les perspectives du gaz, c'est que ça amène, c'est que ça consolide normalement le secteur des services. Ça permet aujourd'hui le secteur des TIC, le secteur de la logistique de se développer. Non, maintenant, après, on va avoir le secteur réel du gaz, mais tout le secteur connexe et d'accompagnement du gaz vont monter en puissance. Et c'est pour cela, chaque fois quand je discute aux gens, ce qui est aujourd'hui le plus important, c'est comment on réorganise notre système d'éducation pour que dans 5, 10, 15 ans, les plus grands salaires qui vont être payés dans ce secteur soient captés par nous et non par des gens qui viennent des autres pays de l'UEMOA ou de la CEDEAO qui ont connu le gaz avant nous. Parce que ces gens, on ne peut plus leur dire, si on va dans la logique du marché commun, qu'ils ne peuvent plus travailler au Sénégal. Voilà. Autre chose en lien avec votre fonction à l'APIX, 99,7% des 408 000 entreprises recensées au Sénégal sont des petites et moyennes entreprises. 97% sont dans l'informel. Restez chez vous, c'est le slogan qu'on avait utilisé au début de la pandémie, les a mis à terre et elles n'ont pas été prises en compte dans les 1000 milliards, le plan de résilience. Comment maintenant les aider, les appuyer, les booster pour qu'elles puissent reprendre du poil de la bête? Non, je pense que sur ça, on doit peut-être corriger un peu. Je pense souvent on a importé de chez nous, comme on a l'habitude d'importer, le terme de rester chez vous. Alors que normalement, officiellement au Sénégal, on était censé travailler les journées. Le confinement ou le rester chez vous devait s'appliquer plus la nuit. Maintenant, c'est vrai que, comme je vous ai dit, il y a des données qui montrent que ces entreprises ont été impactées. L'autre chose aussi qui mérite peut-être d'être corrigée, dans les 1000 milliards, il y a les entreprises du secteur informel. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui est fan de cette distinction secteur formel ou secteur informel. Moi, je catégorise les entreprises en grandes et en très petites. Et chacun joue un rôle. C'est-à-dire que Sonatel aujourd'hui, ces cartes sont vendues par les gens qui sont sur la route qui vendent ces cartes. Donc, ces gens, normalement, sont dans le circuit de la chaîne de valeur Sonatel. Et je dis, par exemple, l'hôtelier servira des papayes ou des mangues ou des citrons qui sont plantés par le champ agricole d'à côté normalement. Donc, du coup, il faudrait plus qu'on voit les relations d'entreprise, dans les relations de sous-traitance, dans les relations d'achat-vente pour mieux analyser les impacts et les canaux de transmission de la crise. Si on regarde ce qui est aujourd'hui certain, et ça c'est établi, les entreprises de petite taille semblent dire qu'elles ont plus été affectées par la crise de l'enquête qu'on a fait parce qu'elles n'avaient pas assez de plans de réadaptation pour s'adapter à la crise. Je vais vous donner un exemple. Il y a aussi le secteur de la restauration. Je dis un exemple banal, peut-être que les gens qui me suivent en ligne. Quand vous êtes à Niari Tali,
toutes les dames qui, à partir de 19 heures, commencent leur activité pour servir des sandwichs, vendre des sandwichs et on chiffre d'affaires à peu près de 5 000 à 8 000. C'est vrai que si on commence à 20 heures, ces gens ne pourront pas vendre. Maintenant, on était dans, par exemple, on a eu la chance un peu d'être dans le ramadan. Peut-être que le fait que d'être dans le ramadan, les gens pouvaient accepter rester un peu la nuit chez eux parce que c'était un moment de repli spirituel. Mais moi, ça ne m'a pas trop étonné qu'après le ramadan, que les gens demandent qu'on relève les heures. Parce qu'il y a toute une activité qui commence dans nos villes, surtout dans nos villes, dans nos centres urbains, à partir de 17 heures. Et Absolument. qui vers 21 heures. Et qui sont, pour l'essentiel, contrôlés par nos bonnes femmes, par nos mamans, nos sœurs, nos tantes ou nos frères. Et ça, c'est quelque chose peut-être que dans l'analyse des prospects, dans l'analyse des besoins du début, que ce n'était pas assez introduit, mais aussi en état, c'est quoi? C'est une capacité d'anticipation, mais c'est une capacité aussi d'adaptation. Les deux, un état doit avoir ces deux. Maintenant, d'autres aspects, on pourra en discuter peut-être en détail. Bien sûr. En tout cas, merci Mamadou Lamine Ba pour toutes ces réponses. Directeur environnement des affaires à l'APIX. Chers followers, nous allons en tout cas faire plus ample connaissance avec notre conférencier de ce soir. Il est économiste industriel de formation. Il est directeur des affaires de l'environnement et des affaires à l'APIX. Et avant de rejoindre cette institution en 2011, Mamadou Lamine Ba a occupé diverses fonctions dans plusieurs organisations publiques internationales et nationales, telles l'UNESCO, le PNUD, l'ONUBI, la direction de l'environnement, le CRES, CREA, et dans des sociétés privées, Satina Group, Oasis Group ou encore COSER. Mamadou Lamine Ba, vous êtes parmi les rédacteurs d'un ouvrage collectif. Je n'ose pas dire le nom de l'ouvrage parce que c'est écrit en anglais et mon anglais c'est catastrophique. En tout cas, c'est un ouvrage collectif édité par le FMI en 2018. C'était quoi encore le titre de cet ouvrage, Lamine? Bon, en français, de façon simple, c'est de dire comment le Sénégal pouvait sortir d'un pays à revenus intermédiaires où les pays africains rejoignent un peu le camp des pays qui ont pu réussir leur transformation et devenir des marchés émergents. Parce que je préfère le terme marché émergent à pays émergent. C'est un ouvrage collectif et vous faites partie des rédacteurs, un ouvrage édité par le FMI, le Fonds mondial international, le Fonds monétaire international en 2018. Vous avez également mené des travaux de recherche sur la détermination du consentement à payer pour accéder à des ressources essentielles comme l'eau, l'éducation, l'électricité et les parcs et réalisé des études de référence d'élaboration des plans stratégiques business plan. Mamadou Lamine Ba a les certifications d'institutions de référence comme HEC Paris dans le domaine du management et de leadership, Harvard Kennedy School en Driving Government Performance et l'Institut de la Banque mondiale dans le domaine des PPP, partenariats publics-privés et de la conduite des politiques publiques. Dans son engagement au service de la communauté, notre conférencier de ce soir est directeur exécutif de Meet in Africa, association à but non lucratif qui promeut la valorisation du savoir-faire africain et la culture de l'investissement privé. Mamadou Lamine Ba, votre conférence ce soir, quel modèle économique pour l'Afrique après Covid-19 comportera 3 parties? Vous allez nous parler de crise sanitaire versus choc économique. Une deuxième partie sur une vue qui va être consacrée à une vue sur les plans de réponse et de résilience. Et ensuite, après Covid-19, les variables déterminantes du modèle soutenable. Mais d'abord, en introduction, vous nous parlerez de la problématique des chocs économiques et stratégies de gestion des crises et tout de suite une vue d'ensemble des perspectives de l'Afrique sans Covid-19. Merci beaucoup de l'introduction, mais je pense que mes formateurs de l'école publique sénégalaise pourront me frapper si je ne dis pas que je suis un produit de l'université Cheikh Anta Diop et de l'école publique sénégalaise. Bien sûr, et on vous entend assez faiblement quand même. Hein? Voilà, d'accord. Donc, j'espère que maintenant ça va. Là, ça va mieux. Voilà, je pense que pour qu'on aille un peu plus rapidement, et merci, on a bien introduit la problématique en parlant
de façon spécifique de l'attractivité du Sénégal. Ce qui est important peut-être de mettre sur la ligne de mire, c'est de dire que l'Afrique a formellement et officiellement une vision de développement qui est tracée et qu'on appelle la vision 2063, qui est connue par beaucoup de gens qui connaissent et qui est basée sur le chantier de la transformation et qui aujourd'hui, pour moi, qui est assez ambitieux, mais qui souffrait un peu d'un grand déficit, parce que parmi les variables ou les déterminants du modèle, la question de son financement n'était pas claire et la question du modèle de leadership autonome de sa gestion aussi n'était pas assez claire. Et donc, c'est important de souligner ça. Maintenant, en termes de perspective aussi, c'est important de dire que avant le Covid, 50% des 30 pays qu'on avait appelés des pays à forte croissance devraient être africains. Et parmi ces pays, nous pouvons compter Sénégal, Éthiopie, Côte d'Ivoire, mais quelque chose aussi qu'on mettrait de l'autre côté, puisque analyser aussi, c'est faire force et faiblesse. Les grands pays qui portaient la croissance africaine étaient déjà en difficulté. Je parle essentiellement du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de l'Angola, de l'Algérie. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est vrai, on est 54 pays, ou 53 selon certains, ou 52, mais on a une dizaine de pays qui font 60% de notre PIB et qui font aussi 50% de la population africaine. C'est Nigeria, Soudan, Égypte, peut-être Maroc. Mais ce sont ces pays qui portent. Mais parmi ces pays, il y a beaucoup de pays qui dépendent beaucoup de la rente pétrolière et des ressources naturelles qui connaissaient déjà. L'Afrique du Sud était continuellement en récession ces dernières années. Le Nigeria aussi. Même si le Nigeria, il y avait beaucoup de réformes initiées dans le premier mandat du président Buhari et qui donnaient des perspectives qui montraient que peut-être à partir de 2020-2021, les choses allaient revenir. L'autre aspect, et je pense d'autres webinaires de l'Est africain en aparté parlaient beaucoup, c'est la question de l'endettement. On a vu ces 10 dernières années que l'Afrique s'est rapidement endettée. Et c'est endetté, c'est normal parce que ça devait porter l'investissement public. Ceux qui ont l'opportunité de voyager en Afrique ont vu que beaucoup d'aéroports ont été construits, beaucoup de routes de 2 fois voies ont été faites, beaucoup de, comme ce que vous aviez dit, beaucoup de pays se sont liés avec la Chine pour reprendre le chemin de fer. C'est le cas des pays, surtout de l'Afrique de l'Est. Mais ça a joué sur l'endettement. Donc, la crise venant joue sur ça parce que s'endetter, c'est rembourser les dettes. L'autre problème, peut-être que je n'ai pas mis dans les slides qui est important à mettre, c'est-à-dire que le taux de pression fiscale est assez faible en Afrique. Donc, ça veut dire que notre capacité de mobiliser nos ressources en interne sont assez faibles. Soit c'est un problème d'adhésion des populations parce qu'on ne sent pas la puissance publique au NEPRA, ou c'est une question de plus de problèmes de faiblesse de revenus. Mais je pense que la première hypothèse devrait être mieux étudiée parce que des pays de l'Asie ont montré qu'avec de less more less, en diminuant des taux, en ayant des administrations plus efficaces, on arrive à mobiliser plus de ressources. Maintenant, il y a quelque chose qui est déterminant qu'on a vu en Afrique ces dernières années et qui était en train de se consolider, c'est des entreprises de référence mondiale. Quand on parle, c'est des entreprises essentiellement portées par des Nigérians. Et ça, c'est aussi un des faits. Et les Nigérians sont très forts stratégiquement. Toutes les entreprises ont pris des labels africains, UBA. À part Dangote, si vous regardez, toutes les plus grandes entreprises nigériennes, c'est quelque chose plus Afrique. Et souvent, je les taquine sur ça. Sans vous, il n'y a pas l'Afrique. Maintenant, il y a les entreprises d'Afrique du Sud. Il y a des entreprises aussi qui sont basées, qui sont labellisées africains, mais qui sont basées en île Maurice. C'est jusqu'à récemment, c'est un des États les plus attractifs en termes de captation d'IDE et certains considèrent île Maurice comme un État offshore. Et voilà. Et ça, c'est des choses qu'on voit. Donc, on peut dire, OK, c'était pas très mal en Afrique. C'était 25 ans de continuité de croissance positive. Donc, voilà, une génération. Donc, techniquement, les ressources se sont multipliées. Peut-être qu'il y avait un défi, on n'arrivait pas à sentir ça. On n'était pas au niveau de la Chine qui avait sorti, par exemple, 600 millions de personnes de la pauvreté sur ces dernières années. Mais il y avait une amorce qui montrait. Maintenant, je ne reviens pas
sur les autres questions qui étaient dans les questions de gouvernance. Il y avait plein de filles, les coordinations globales au niveau africain, une tendance au niveau de l'Afrique de l'Ouest d'aller vers des monnaies uniques, la question du marché commun au niveau africain. Donc, il y avait cette appropriation. L'Afrique, de plus en plus, prenait en charge ses préoccupations. Et je pense que ça a permis aussi de mieux résister à la crise. On reviendra sur ça. Maintenant, la problématique aussi qu'on peut retenir, l'Afrique n'a connu ces 400 ou 500 ans, 600 ans que des chocs. En partant des chocs liés à la choc des traites négrières où l'Afrique a été complètement dépeuplée. Donc, c'est quelque chose. L'émigration de sa jeunesse et de ses talents. On est content en Afrique souvent quand souvent je taquine, les meilleurs d'entre nous se battent pour avoir la bourse et partir. Et je pense qu'il y a des études qui sont faites qui montrent entre 10 et 20% seulement qui reviennent. Donc, l'autre aspect aussi qu'on doit voir, c'est la fluctuation des matières premières. Nos États, la plupart des États ou des puissances économiques, chaque 2 ou 3 ans font face. On a vu l'année dernière la crise sur le prix du cacao et du cacao-café, où il y a eu une coordination intelligente entre le Ghana et la Côte d'Ivoire qui a permis de restaurer un peu le prix et de sauver les meubles. Maintenant, il y a des questions réelles. Est-ce que la corruption, moi, je prends ça comme un choc. C'est un choc continuellement qu'on est en train de gérer, mais qu'il faut arriver. Maintenant, les gens qui sont plus âgés peut-être que nous parlerons de la sécheresse au Sénégal, les questions de péril acridien. Et il y a 10 ans, au Sénégal, quand on parlait de choc, c'est les chocs d'inondation. Donc, et on a vu que cette année, il y a des chocs d'inondation en Afrique de l'Est. Et sans parler des guerres, des coups d'État. Donc, je dirais l'Afrique peut-être a développé une autorésilience imposée dans la gestion des crises. Et elle arrive toujours à se relever. Et c'est peut-être ça qui fait que ceux qui ne vivaient pas l'Afrique ou ceux qui ne pratiquent pas l'Afrique étaient partis sur des modèles déterministes en disant c'est un choc, ça sera le chaos. Et heureusement, on est en train de se voir que ces gens se sont trompés parce que toute la dynamique de cette population, de cette jeunesse, de ces talents qui étaient dans le continent où la deuxième génération de la diaspora qui commençait à revenir et qui ont fait des paris de revenir en Afrique, de s'investir, de faire, les gens n'avaient pas pris en compte ça dans leur modèle. Maintenant, ce qui est important en termes d'introduction, avant qu'on passe sur les détails, c'est cette question, cette tentative de coordination de la réponse, de la réponse au niveau continental ou régional. On a vu qu'il y a eu, on a montré au peuple africain que ces présidents se parlent pour régler les problèmes. Il y a eu des vidéoconférences. On a pris des fils d'Afrique qu'on pense être les plus talentueux en leur disant réfléchissez, allez-y négocier, aidez-nous à en sortir. Et ce que j'appelle les tiers et consorts. Donc, c'est des gens qui ont fait preuve. Et moi, je suis un des fans de Trevor Manuel de l'Afrique du Sud, parce que c'est quelqu'un qui m'a marqué dans ma formation. Comment il a pu tenir l'économie, comment il a pu gérer une transition d'une économie post-apartheid et réussir qu'on n'ait pas, même si après les problèmes de gouvernance avec une partie de l'élite de l'ANC avaient amené sur autre chose. Maintenant, la question essentielle de l'après-Covid, c'est que notre génération, à nous avons une bataille de génération. Et je pense qu'il y avait une génération qui avait fait dans les années 40, 50, début 60, une bataille d'avoir une indépendance politique. Notre génération à nous, c'est la bataille de l'indépendance économique. Mais cette indépendance économique ne veut pas dire une bataille avec les autres. Cette bataille veut dire quoi? Quel est notre véritable modèle économique? Pour que l'Afrique, qu'on soit d'abord champion dans notre marché, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas champion dans notre marché. Notre marché est dominé à 80% par des entreprises de rang mondial externe et qui répartissent la dividende. Encore 2 minutes pour l'introduction. Voilà. Mais je pense que j'ai fini, c'était la transition. Et c'est ça un peu peut-être qu'on va essayer de brosser sur les points qui viennent. Il y a déjà des questions. Fanta me fait signe qu'il y a déjà des questions. Donc, pour assurer le dynamisme de ce webinaire, à chaque fois que vous terminez une partie, on fait un petit résumé. Je finis par la bataille de notre génération. C'est assurer l'indépendance et l'autonomie économique de l'Afrique. C'est mon hypothèse de travail, en fait. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Ba. En résumé, très rapidement, brosser ce que nous avons retenu de votre présentation, les perspectives économiques
qui était assez bonne, avec une quinzaine de pays qui devaient enregistrer une forte croissance. Ça, c'était avant Covid-19. Les prix des matières premières étaient abordables. Il y avait un bon comportement du secteur privé aussi. La Covid-19 est venue cause toutes ces bonnes prévisions, mais offre dans le même temps une opportunité pour notre génération de bâtir un véritable modèle économique qui fait de l'Afrique, comme vous le dites, un champion et mettre dans son marché continental. Monsieur Ba, avant de parler avec Fanta pour relayer les questions des followers, dites-nous, qu'est-ce que vous entendez par mettre dans son marché continental? C'est avoir ce que nous, on appelle en économie, c'est le pouvoir de marché. Il faut que les entreprises qui facturent sur le continent africain soient des entreprises africaines. C'est-à-dire que les compagnies, aujourd'hui, si je prends le cas des compagnies aériennes, 80% des vols sont réalisés par des compagnies non africaines, sur le ciel africain. Donc, si aujourd'hui seulement on arrivait à faire 50% par des compagnies africaines, ça veut dire, vous voyez quel est le marché qui se... Quand on regarde l'Afrique, met plus de 30 millions à 40, pour certains 50 millions de dollars pour importer des biens qui sont après revendus dans le marché africain. Imaginez si on a la moitié et manufacturé au Sénégal, et manufacturé en Afrique plutôt. C'est 10% au Sénégal. C'est une, comment on appelle, c'est comme si on exporte, parce que quand vous importez, c'est comme si vous exportez de l'emploi. Maintenant, si on arrive, nous, à réduire ça, ça veut dire qu'on crée de l'emploi. Et où est-ce que vous mettez la zone de libre-échange continental qui devait entrer en vigueur et qui a été retardée par la Covid-19? Où est-ce que vous la mettez dans cette notion de marché, mettre dans ce marché continental? En fait, ça c'est un outil. C'est un outil, normalement, si elle est opérationnelle, qui va régler la question de la réglementation, de la régulation, de la fixation des normes pour qu'on puisse commercer. Mais elle ne sera pas, elle n'est pas l'alpha et l'oméga. Elle va être un aspect. Et elle réussira s'il arrive. Peut-être on en reviendra dans ma présentation sur cette question. Comment on arrive à normer notre marché pour que nous-mêmes, on maîtrise les process. Je dis un exemple simple. Comment les à Kaolack peuvent prendre du sel et aller le vendre au Soudan? Ça avait existé avant. Et comment on arrive à le faire? Parce que si on parle du Sénégal, le Sénégal on a une culture d'additifs dans la production des additifs, tout ce qui est sel, tout ce qu'on connaît. Comment on arrive à faire de ça un vrai marché, un vrai factoring, une vraie manufacture, de vraies usines qui paquettent, qui font, qui référencient, qui vendent. Quand vous allez aujourd'hui à Auchan, vous achetez du sel qui est paqueté en Norvège. Et même s'il y a du sel du Sénégal, c'est au rayon d'en bas, ce n'est pas au rayon d'en haut. C'est de réels problèmes. Donc, quand moi je parle de ces aspects. Maintenant, ces aspects, on va y arriver si on arrive à mettre en place des normes. Et peut-être c'est l'utilité de tout ce qui est... Mais est-ce que cette zone de libre-échange continental bon, on estime que c'est un moyen, comme vous le dites, pour l'Afrique de commercer entre elles, c'est-à-dire les pays de l'Afrique de commercer entre eux et de générer plus de croissance. Mais est-ce que cette zone de libre-échange continentale africaine est vraiment efficace, efficiente et crédible? Des observateurs qui la critiquent la considèrent plutôt comme une doctrine coloniale entre Africains. Est-ce qu'on a besoin de créer une compétition entre le producteur de coton burkinabé et malien, par exemple? Paradoxal quand on en appelle à la solidarité et à l'unité africaine. Ceux qui défendent cette compétition, ce sont ceux-là plutôt qui veulent nos matières premières. Je ferai une boutade. Pour gagner la Coupe d'Afrique, les pays compétissent. Mais ça n'empêche pas que la Coupe d'Afrique, elle est organisée. Pour moi, c'est de la compétition naisse la coopération, naisse l'intelligence économique. Et ça va nous permettre de faire face. Mais moi, je pense qu'on juge très tôt la zone de libre-échange. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore mise en place. Même le secrétariat,
c'est seulement le directeur général qui vient d'être recruté. Oui. Et je pense que laissons la zone se mettre en place. Mais sans la zone, comme je pense que je vous l'avais dit, le secteur privé africain n'est pas en train d'attendre parce qu'elle est en train de s'organiser. Je vais vous faire lire. L'ancien premier ministre de l'Éthiopie est embauché par les privés africains pour être leur secrétaire permanent. Avant lui, c'était Thabo Mbeki qui occupait ce poste. Donc, il y a des choses qui se passent. Et je ne pense pas aujourd'hui que la génération de secteur privé qui est décomplexée va attendre que tous ces textes soient mis en place. Monsieur Ba, Oui. quelqu'un d'entre vous devrait enlever son micro. Et déjà, vous pouvez peut-être réajuster un peu votre écran. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, il y a un bruit de fond avec un des micros. Merci. Parce que ce n'est pas moi. Merci beaucoup, Mohamed. C'est Mohamed qui est à la technique. Si, c'est moi. Mohamed, est-ce qu'il y a moyen de vérifier c'est le micro de qui, s'il vous plaît? Essayez d'enlever son micro, s'il te plaît. Bon, on va voir ce que ça va donner. On enlève les micros en attendant de revenir avec notre discussion sur cette zone de libre-échange. En attendant, nous allons retrouver Fanta Diallo parce qu'il y a déjà beaucoup de questions. Fanta, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir Lika. Bonsoir Fanta, très heureuse de vous retrouver. Pareillement, très heureuse de te retrouver, si en grande forme aussi. Avec un invité de qualité beaucoup. comme d'habitude, Lika. Merci Fanta. Alors, Oui, c'est merci Mamadou beaucoup, M. Ba aussi. invité ce soir. Il est le directeur environnement des affaires à l'APIX et il nous parle de quel modèle économique après Covid-19 pour l'Afrique. Voilà, les questions ont commencé. Oui, elles ont démarré, comme tu peux l'imaginer. Mais la première remarque qui est le plus souvent revenue, c'est que ces dames qui sont en train de suivre veulent bien voir M. Ba. Donc, elles demandent qu'il recadre sa caméra pour qu'on puisse l'écouter beaucoup plus attentivement. Cependant, je démarre par la question de Mme Kane. Pour elle, l'Afrique n'a pas de vraie industrie de transformation. La question de la transformation. L'essentiel de la production de matières premières est exporté et il n'y a pas de cadre juridique effectif pour encadrer et sécuriser les petites et moyennes entreprises. Dans ces conditions, est-ce que parler d'un modèle économique africain ne pose pas un sérieux problème? Monsieur Ba, vous avez relevé la question de Fanta? Oui, j'ai relevé la partie où l'Afrique n'a pas d'industrie de transformation. Fanta, voilà, il y avait ça, il y avait la question de dire qu'on veut me voir. J'espère que maintenant on me voit. Mohamed réglera ça à son niveau. Parfaitement. Oui. Okay. Donc, la question est la suivante. Peut-on construire dans ces conditions un modèle économique africain? Oui, on est obligé de le construire. Et si on regarde, il y a personne. On est sorti de la guerre à peu près à part 2 ou 3 variables différentes avec les pays du Sud-Est au même niveau. Et ces pays sont parvenus. Il y a une première génération de pays qu'on appelait les dragons qui sont parvenus à avoir des modèles. Il y a aujourd'hui une deuxième génération qui était même à des niveaux beaucoup plus, que je pense que je l'ai dit en introduction, que ça soit Myanmar, tout ça. Et même en Afrique aujourd'hui, on y reviendra. Le Maroc est en train de faire de bonnes piges. L'Égypte, de bonnes piges. Et même l'Éthiopie, le Nigeria aujourd'hui aussi a pu développer quelque chose dans l'industrie financière. Aujourd'hui, si vous regardez CNN, vous ne passez pas la journée, il n'y a pas de publicité de banque nigérienne sur CNN. Donc, je pense que c'est possible. Maintenant, ce n'est pas une bataille gagnée d'avance. Je pense qu'il faut que nous-mêmes, qu'on s'y mette, qu'on se convainque que c'est quelque chose qui prendra entre 5, 7, 10 ans, mais c'est possible parce qu'on a une chose qui est importante, que peut-être personne ne peut nous remplacer. Ce n'est pas possible de fabriquer une population en moins de 25 ans. Ce n'est pas possible. Et nous avons ça, nous avons ce facteur. Ça, la deuxième question, M. Ba, est comment l'Afrique appuie concrètement les entreprises au Sénégal face au Covid? En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un dispositif et nous nous sommes organisés parce que l'APIX n'a jamais arrêté ses services pendant le Covid. On a
la COVID plus tout, parce que les académiciens ont changé les choses. Donc, du coup, pour se dire, on a un dispositif d'accueil qui a été restructuré pour continuer à accompagner. Mais après, ce qu'on a fait aujourd'hui le plus, c'est qu'on a essayé de se concentrer sur le portefeuille qu'on avait déjà. C'est-à-dire, il fallait être à l'écoute de ce portefeuille pour comprendre quel est aujourd'hui le problème de ce portefeuille. Qu'est-ce qui se passe? On a travaillé, par exemple, ce n'est pas beaucoup médiatisé, dans le secteur horticole. C'est arrivé au moment où les gens devaient exporter leur production. On a travaillé avec les ports, avec les aéroports. Et heureusement, avant, on avait déjà travaillé à avoir une zone logistique à côté de l'aéroport, avec Télium Logistique. Donc, ça nous a permis rapidement de sauver en partie la saison horticole. On a pu exporter, si je prends. Aujourd'hui, si vous regardez de façon globale le dispositif, a essayé tout ce qui concerne l'oignon d'aller. Maintenant, rien n'est parfait. Maintenant, après, on est en train de passer. Et l'avantage aussi, peut-être que ce n'était pas totalement mûr. On avait commencé un début de dématérialisation qui nous permettait d'interagir avec les gens. Moi qui vous parle, depuis le 12 ou le 13 mars, j'ai travaillé à partir de chez moi à 95% de mon temps. Mais je pense que je n'ai pas jamais autant travaillé. Je taquine mes enfants, avaient commencé à me taquiner. C'était mieux que tu ailles au bureau. Donc, je pense qu'on a essayé, comme je dis, d'avoir deux dispositifs au début, de se concentrer pour ce qui existe, ceux qui sont là, de ne pas perdre. Si vous voyez toute la reconversion qu'on a pu faire sur les entreprises qu'on a installées à la zone de Diamniadio, qui sont passées de producteurs de blousons à producteurs de masques. Maintenant, on n'est pas arrivé au niveau du Maroc parce qu'on n'a pas encore le même écosystème. On n'a que 2 ans de travail dans ce domaine. Voilà. Et dans les régions où nos bureaux ont continué à fonctionner. Merci beaucoup, M. Ba. La question suivante est entre le modèle économique américain, chinois et européen, lequel serait le plus adapté pour le continent africain en général? Je dirais le modèle économique africain. Excellente réponse. Merci beaucoup, Fanta. Une dernière question, s'il te plaît. Une dernière question avant de revenir. Voilà. Oui. Vous avez évoqué l'agenda 2063 qui stipule clairement que l'Afrique doit arrimer son économie à l'économie globale. Pensez-vous que le modèle économique africain doit se baser sur le modèle libéral, fruit des inégalités dans le monde? Je pense que moi, je ne vois pas un monde qui n'est pas planétaire. Je ne vois pas une économie qui est fermée à elle-même. Je ne vois pas un continent qui ne commerce pas. Je suis un musulman, je veux vraiment aller à la Mecque. Donc, j'ai des questions très simplistes. Maintenant, comme je dis, il faut qu'on mette dans la chaîne de valeur, qu'on rémunère le mieux, qu'on soit les champions d'abord sur notre continent en termes de production. Et si on arrive seulement, nous, à produire et à reprendre des parts de marché dans notre continent, on pourra maintenant les excédents les vendre à l'extérieur. Ça s'appelle modèle libéral ou américain. Je n'ai pas encore vu un autre modèle qui fait mieux. La Chine, c'est ce qu'elle a fait. Elle n'est pas libérale. Je ne sais pas. Souvent, je refuse d'être esclave des livres ou des auteurs parce que je pense que ces gens ont analysé à un moment comment l'économie fonctionne, ont modélisé, on les a attribué des théories, mais le monde est très simple. Même quand vous êtes 5 frères dans une maison, vous êtes obligé de vous organiser. Si vous êtes 3 dans une chambre, comment vous allez dormir? Alors, Fanta, c'en est tout pour la première série de questions. Vous allez revenir après la deuxième partie? Oui, je vous reviens après la deuxième partie pour le reste. Merci beaucoup, Fanta Diallo. Elle est la présidente de JIDER, JIDER qui organise avec l'ex-Africa ces séries de webinaires liés aux différentes implications dans la gestion de la COVID-19. Mamadou Lamine Ba, nous allons davantage essayer de vraiment résumer un peu plus tout ce que vous allez dire. Parce qu'il est là 21h50 et on est censé terminer dans 40 minutes maximum. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va essayer d'être vraiment le plus court possible. Et tout de suite, vous allez entamer la deuxième partie de votre présentation, crise sanitaire,
versus choc économique. Bon, je pense qu'on peut aller plus rapidement parce qu'on a anticipé certaines questions dans l'introduction. En fait, je pense le slide que les gens vont voir, si on regarde que seulement du point de vue sanitaire, on isole les autres aspects, je ne pense pas que l'Afrique est atteinte par le Covid. Si on regarde l'aspect sanitaire en termes de nombre de personnes infectées, nombre de personnes mortes, ce n'est pas plus que le palud, mais il y a d'autres aspects, on verra ces questions. Donc, je pense que si on analyse seulement la question comme une crise sanitaire, du point de vue économique ou du point de vue analyse, on ne voit pas d'impact. Mais pour qu'on puisse travailler sur la question, on prend la question de la crise sanitaire comme une variable de choc. C'est-à-dire, quand elle est venue, on peut aller sur l'autre slide, troisième slide, après celle-là. Allô? Allô? Après, ouais. Voilà. Donc, si on regarde et on prend la crise sanitaire du fait que la mesure de santé publique, elle a été de dire quoi? Fin de la mobilité, donc fermeture des activités économiques. C'est ça le choc, pour qu'on comprenne. Et c'est quoi? On dit, OK, il y avait une incertitude, on ne comprenait pas ce qui se passait, on n'avait pas de maîtrise, il n'y avait pas assez d'informations, on ne sait pas quel serait l'impact. On dit, OK, la seule solution qu'on sait, c'est fermer tout. Comme ce que vous avez dit, restez chez vous. Ouais. Et on prend cette variable comme cette variable de choc. C'est ce qui est venu perturber la chose. Parce qu'en économie, quand on parle de choc, c'est quelque chose peut-être qu'on avait prévu ou pas prévu, mais qui vient perturber l'évolution de la chose. Et donc, cet effet, cette mesure de santé publique, elle a eu un effet économique. Elle a affecté l'économie. Du fait qu'elle impose quoi? Parce que jusqu'à maintenant, tel que le monde fonctionne, c'est un monde de mobilité. C'est un monde de, il faut aller vite, il faut courir, il faut rattraper le train, il faut aller travailler, il faut manger avec les... On a bâti notre monde sur de la mobilité. Et on est même allé jusque dans la mobilité qu'on a digitalisée. On a digitalisé la mobilité. Donc, du coup, du fait que c'est ça, au début, juste, on a vu, OK, moi, comme j'ai dit, j'ai organisé un atelier le 12 mars à Saly. Je commençais à discuter avec certains hôteliers et ils commençaient à voir les premières annulations. Donc on commençait à voir. Et donc, une semaine, 2 semaines après, le Sénégal aussi, si je prends le cas du Sénégal, le Sénégal ou l'Afrique, on peut dire, a commencé à arrêter les choses dans la 3e semaine de mars. Mais si vous regardez à partir de la 3e semaine de mars, qu'est-ce qu'on voit? Tout ce qui était activité qui permettait pour l'État de collecter rapidement de la TVA, parce que l'État a 2 façons de prendre de l'argent, 2 ou 3 façons simples de prendre de l'argent pour que les gens comprennent. C'est quand les gens entrent par les frontières du pays ou quand les gens achètent n'importe quoi qu'on achète, mais ce qu'on appelle la trésorerie rapide, c'est quand je mange un plat. Si vous regardez dans certains pays, il y a toujours le prix de ce qui va et le prix de ce qui va pour la partie qui va pour l'État. Et toutes ces choses commencent à chuter. Parce que les gens ne vont plus dans les restaurants, les gens n'utilisent plus le transport, les gens sont restés chez eux. Donc, cet aspect donc. Et l'autre aspect, maintenant, on peut caractériser ces choses sur 2 aspects, sur la demande ou sur l'offre. D'habitude, on était habitué à des crises. C'est un aspect, c'est que les gens ont des problèmes d'argent, et ils sont affectés, leur pouvoir d'achat, l'usine a fermé, tout ça, où il y a une guerre, ils ne peuvent pas, il faut organiser les choses. Ou c'est une question de choc de l'offre. On a une perturbation des chaînes de valeur, on a un problème de main-d'œuvre et ça cute. Ou bien c'est ce qu'on a connu tout récemment à notre génération, c'est le choc financier. C'est le système financier qui a des problèmes. Mais ce que Covid amène, c'est que Covid a la particularité au minimum de lier ces 3 chocs, de les faire parvenir au même moment partout dans le monde. Il n'y a pas... Ce n'est pas parce que tu es à Dallas, ce n'est pas parce que tu es à Goudom, ce n'est pas parce que tu es à Fouta, ce n'est pas parce que tu es en Afrique du Sud, ce n'est pas parce que tu es à Paris que tu ne vas pas sentir l'effet. Les gens ont senti les effets de la même façon. Et je pense que c'est... En fait, je discutais avec un sage qui me dit, je ne sais pas dans l'humanité, est-ce qu'il y a eu une génération d'humains sur Terre
qui ont fait face à ce type d'arrêt au même moment. On doit se poser. Et ce qui était le plus, c'est que c'est l'incertitude qui était autour. Parce que les économistes savent gérer des crises s'ils arrivent à modeler ou à modéliser l'incertitude qui est dedans. Mais l'incertitude était très grande. On voyait le pouvoir d'experts qui se contredisait. Après, le pouvoir politique, parfois, a même des problèmes pour prendre des décisions. On l'a vu partout dans le monde. Donc, du coup, l'incertitude. Mais je pense que Rokhaya, en partageant la présentation avec elle, m'a posé la question sur la question de la protection de l'environnement. C'est vrai. Ouais. Il y a eu rapidement des gens qui disent « ouais, c'est bon pour l'environnement ». Mais est-ce que c'est bon même pour l'environnement? Parce que si l'homme lui-même se détruit, est-ce que l'environnement a du sens? Mais après, il faut qu'on... Non, c'est vrai que du point de vue environnement, on a vu les chocs de pollution diminuer, on a vu plein de choses qu'on peut peut-être, avec le recul que les gens vont modéliser et regarder. Donc, rapidement, si vous voyez, voilà les canaux de transmission par lesquels la crise, elle est transmise. Donc, vous voyez l'impact. Pourquoi, quelle que soit la personne au monde qui était... Et puis, l'autre chose, peut-être que je n'ai pas dit ici, mais qui est plus de mon analyse aussi, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale de cette crise. Les autres crises, on a eu une gouvernance mondiale. Ouais. Là, on ne l'a pas eu. On a eu des leaders dans chaque pays qui ne pensent pas à son pays. Ou bien qui accusaient même l'autre pays. Absolument. Et ça, les gens, on avait l'habitude, on est sortis civilisés de la guerre mondiale, on avait dit, OK, s'il y a des problèmes, on s'assoit pour les régler entre nous. Mais, 2 minutes pour parler des success stories quand même. Voilà, maintenant, je pense que si on regarde cette question rapidement, on peut prendre, les impacts, je pense, j'en ai parlé. Hein, oui. Et vous l'avez parlé, c'est qu'on a vu que ce choc est l'un des chocs les plus rapides en termes de temps, les chutes de PIB, les pertes de tout, les problèmes d'accès au crédit, aux liquidités, et surtout les situations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. On a vu les gens s'accuser de vol d'équipement. Et l'OIT avait un peu prévu à peu près 25 millions d'emplois en termes d'emplois qui allaient disparaître à l'issue de cette crise. Et voilà, ça c'était un peu le premier point pour montrer les canaux. Je ne sais pas si je continue sur le deuxième point. Je préfère que vous en veniez quand même aux success stories au niveau pays et au niveau entreprise, pour qu'on puisse poser des questions et passer rapidement au troisième point. Je pense on a parlé un peu les initiatives qu'on a fait, G20 et G7, qui a souscrit au report des échéances. Et ça, c'est que je voulais dire, il faut qu'on fasse attention sur ça. Le report des échéances ne concerne que l'équivalent de 40% de la dette africaine. C'est pas Parce beaucoup. que tous les pays qui étaient des pays à revenus élevés, c'est-à-dire que les pays comme le Nigeria, comme l'Angola, l'Algérie, ne sont pas concernés par ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie quand on parle. La Chine, je pense que c'est important. Bon, on a vu aussi dans notre zone, bon, je sauterai les autres pays puisque vous me le demandez, mais je pense que c'est important. L'Éthiopie a été pionnière, mais j'ai préféré prendre le Maroc comme success stories parce que ce n'est pas quelque chose de localisé, c'est quelque chose de préparé. Parce que l'une des choses aussi qu'on a appris de cette crise, les pays qui avaient les institutions les plus solides, quand je dis solides temporellement, mais en termes de gestion, en termes de qualité, ont mieux géré. En termes de modèle de gouvernance, peut-être le Maroc est un royaume. Ça fait 20 ans ou 30 ans que c'est la seule vision qui est en train d'être déroulée. Et ça a beaucoup aidé. Donc, je pense que le monde s'est réveillé en découvrant dans la carte du monde qu'il y avait un pays qui s'appelle Maroc, qui avait des excédents de produits agricoles qui pouvaient être vendus. Le monde s'est réveillé en disant qu'il y avait un pays qui s'appelle le Maroc, en dehors de la Chine, qui pouvait vendre des masques. Et ça, c'est quelque chose... Mais il faut dire quand même que sur le plan sanitaire, le Maroc comptabilise beaucoup plus de... Oui, c'est pour ça que je dis, moi, je n'analyse pas la question. Je n'analyse pas la question sur la question... Parce que si on allait sur la question sanitaire, on fausse. Parce que Rwanda n'a eu que 2 morts. Après, mais le Maroc a beaucoup d'infrastructures sanitaires de qualité. Oui, mais il faut regarder la structure de la population du Maroc aussi, parce qu'elle a une structure de population du Maroc qui est moins jeune que la structure de population des pays africains. Peut-être qu'on peut, mais le Maroc aussi, souvent, il y a aussi
quelque chose qu'on doit corriger sur les normes. Parce que quand on rapporte aux populations que 1000 personnes soient mortes en Nigeria n'est pas la même chose que 1000 personnes décédées au Sénégal. C'est ça. Parce que Maroc aussi, c'est 40 millions. Mais absolument. Je pense que c'est quelque chose qu'on prend. Mais ce qu'on a en termes de leçons apprises, c'est que le Maroc avait déjà entamé son projet de transformation, son projet d'être maître dans son marché. Et ça, pour ce qui est, oui, et pour ce qui est, parce qu'il faut qu'on avance la mine. Voilà, parce que les discussions vont se poursuivre avec les followers sur votre compte Twitter, sur Facebook, les pages de JIDER, de l'ex-Africa. Il y aura beaucoup de questions en lien avec tous ces points que vous venez de développer. Et les auditeurs les followers vont poser des questions. Maintenant, parlez-nous de ce success stories au niveau entreprise. C'est Ethiopian Airlines qui n'a pas arrêté, qui a reconverti des vols de passagers en vols de fret et qui s'est allié avec Gagma et la Chine pour porter l'aide partout. Ethiopian a livré des aides en Europe, ce qui n'était pas imaginable. Mais certainement que c'est parce que Ethiopian Airlines avait des leviers assez solides, économiques notamment, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une compagnie aérienne qui occupe depuis 2018 la place de meilleures compagnies africaines. Oui, c'est pour nous convaincre que c'est possible qu'on soit meilleur sur notre marché. Éthiopie, elle a démontré, ici Maroc aussi a montré, même s'il y a des choses. Tout récemment, son DG vient de dire qu'il ne va pas licencier et n'a pas besoin de l'État. Donc, je pense que ces deux success stories nous montrent quoi? Que pour moi, que c'est possible. Que si on est sérieux, je n'ai pas mis l'avion de Ethiopian parce que tout le monde a des avions, mais j'ai mis le PDG de Ethiopian parce que je reviens sur ce que j'appelle souvent cette qualité des ressources humaines. Maintenant, les autres success stories sur cette question qu'on pourrait parler, c'est toute cette dynamique, émulation qu'on a vue en termes d'innovation portée par des universités ou des communautés. Ça, c'est quelque chose que les États doivent capitaliser et aider à passer à l'échelle. Mais il y a quelque chose de façon globale et en Afrique, c'est tout. La question des gouvernements locaux, les mairies, ont été plus opérationnels et agiles que l'État central. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu comme success story, en fait. Que ce soit en Afrique, dans le monde, partout, on a vu que les gouvernements locaux ont été plus opérationnels et agiles dans la gestion de la crise. Peut-être vous me permettrez, parce qu'il y a un livre qui était sorti juste avant la crise qui parlait du pouvoir de plus en plus des maires dans le monde, qui est écrit par le dernier secrétaire général de Obama. Et je pense que ce serait important que les gens lisent ce livre parce que ce livre montrait comment que les gouvernements locaux étaient en train de prendre de la place. Mais lui, il l'envisageait plus du point de vue de la gestion climatique. Et je pense que si les deux premiers points, je les ai résumés rapidement, je ne sais pas si on prend des questions ou si je vais... On va faire un petit résumé et puis prendre des questions, ou bien on y va tout de suite avec les questions parce qu'il y a des gens là qui sont de l'autre côté là dans l'organisation et qui veillent scrupuleusement au respect du timing. Il ne faut pas dépasser 1h30. Ce sont les gendarmes du temps. Fanta, vous êtes là? Oui, Lika, je suis là. Alors, des questions pour Lamine. La première, elle est relative à la ZECLA. Monsieur Khan demande si elle a un avenir prometteur pour l'Afrique en l'absence de politique d'industrialisation harmonisée des États membres de l'Union africaine. Bon, je pense qu'elle a de l'avenir. Pour moi, l'industrialisation n'a pas de sens si on n'a pas de normes. Il faut pas, les gens savent installer des machines, savent installer des usines. Là où se trouve la guerre, là où se trouve la différenciation, c'est la bataille des normes. Il ne faut pas qu'on se trompe. Si on ne gagne pas la bataille des normes, on ne gagnera pas. Et c'est ça l'utilité d'avoir des structures comme Zeleka ou CEDEAO ou des trucs comme ça. Qu'on organise les normes qui nous permettent de bien compétir. Aujourd'hui, si moi, je veux exporter du poisson sur le marché européen, il y a des normes. Sinon, mon poisson ne vient pas. Ce n'est pas un hasard que les exportateurs sénégalais, maintenant, exportent plus en Côte d'Ivoire qu'en Italie. Il ne faut pas qu'on se trompe. La bataille, elle est dans la régulation, elle est dans la réglementation. Et ça, c'est du politique. Et c'est de l'intelligence et c'est de l'organisation. Les gens savent faire les usines. Les usines, les privés savent les faire.
Maintenant, ce qu'on doit aider les gens à faire, c'est les normes. Ça, c'est le rôle de l'État. Merci beaucoup. La question suivante, c'est un concept que je viens de découvrir, le bonheur national brut. Donc, la question de Mme Jay est la suivante. Comment construire notre bonheur national brut qui nous soit propre sans copier les modèles occidentaux? Bon, le bonheur national brut est développé dans un pays, j'ai oublié le nom, Bouslan ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est une théorie assez intéressante. Je pense que nous, on a la solidarité productive en Afrique. Et je pense qu'on doit revenir sur ce concept de solidarité productive qui a permis en Afrique de faire des relais. Que le fils de que ton frère décède et tu ramènes tous ses enfants chez eux, tu les éduques, tu les fais développer. Et je pense qu'il y a pour moi, l'invite que je donnerai souvent aux intellectuels, je ne suis pas un grand lecteur de Cheikh Anta, mais j'ai des amis qui lisent beaucoup Cheikh Anta, c'est qu'il faut plus qu'on comprenne notre société, il faut plus qu'on investisse à comprendre, en ayant quelles sont les valeurs sur lesquelles sont bâties nos sociétés. Et qu'on n'ait pas peur de dire que notre État est fait de la jonction des communautés. Parce que ce qui compte en Afrique, c'est d'abord la communauté. C'est la communauté qui organise l'individu. Et c'est important pour moi, ces questions-là. Merci beaucoup, M. Ba. Vous avez parlé des collectivités locales. Ça nous pousse à vous poser la question suivante. Quel bilan faites-vous de l'acte 3 de la décentralisation? Parce qu'aujourd'hui, si les grandes villes ont pu, un temps soit peu, faire face à cette crise et être résilientes et accompagner les populations, ce n'est pas le cas de toutes les collectivités territoriales du Sénégal. Je pense que les rares ordonnances prises pendant cette période, c'est une des ordonnances qui modifie l'acte 3, qui permettent aux collectivités locales, parce que quand l'État central a vu que les collectivités locales n'étaient plus là, agiles, l'État central était obligé de modifier les textes pour permettre aux collectivités locales de bien jouer leur rôle. Je pense que c'est partout. Moi, du peu que j'ai regardé, que ce soit à Dindéfolo ou partout, j'ai vu les collectivités locales pendant cette crise au devant et parfois même leur aide est arrivée avant que l'aide de l'État central. Et je pense peut-être si leur aide n'était pas arrivée, je ne pense pas que l'aide de l'État central, les populations auraient la capacité d'attendre l'aide de l'État central. Moi, la leçon véritablement que je tire de cette crise, je la sentais par les écritures et par certaines personnes, on doit plus donner du pouvoir au local, mais avec une dose d'organisation plus maîtrisée. Il y a deux choses, le pouvoir sociétal et le local. On doit plus donner le pouvoir à ces gens. Et parce que c'est eux qui ont l'espace. L'État n'a pas d'espace, l'État a des frontières, mais les collectivités territoriales ont des espaces délimités. Fanta, il y a encore une question? Oui, il y en a une. Le Maroc est une royauté. Une seule personne prend toutes les décisions. Pensez-vous que la comparaison soit pertinente avec une démocratie? Elle vient de M. Lansana Kanissaro, que nous saluons, qui a été un de nos invités. Je pense que mon aîné, ce n'est pas une question que ça soit une royauté. Pour moi, si on doit l'analyser en qualité d'institution. Les élections se font, c'est un régime parlementaire au Maroc. Les gens font des élections, gouvernent les collectivités territoriales. Ce qu'on peut reconnaître au Maroc, ces 20 dernières années, le Maroc a déroulé 3 plans. Ce n'est pas une question de... Chaque président va avec un programme pour prendre le suffrage universel. Mais Jordanie n'a pas fait ça, donc c'est des royaumes. Arabie Saoudite est plus riche que le Maroc, c'est un royaume. Ce qu'on regarde ici, c'est la qualité des institutions. Moi, il faut regarder, j'invite les collègues ou les amis qui sont, de regarder quel est le comité que le Maroc vient de mettre en place, la qualité des ressources humaines du comité que le Maroc vient de mettre en place pour penser son plan de devenir un pays développé. Vous regardez la qualité de ces gens. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, celui qui doit coordonner de trouver le vaccin au niveau américain est d'origine marocaine. Il y a un travail systémique qui est fait. Aujourd'hui, l'analyse pour nous, ce n'est pas de dire est-ce que c'est un royaume ou c'est une démocratie, parce que si on amène là-bas l'analyse, on fausse. L'analyse, elle doit être qu'est-ce que les gens qui dirigent, qu'est-ce qu'ils ont fait ces 5 ou 7 dernières années, ou 10 dernières années, ou 20 dernières années, pour que quand une crise prévienne, elle prenne, c'est-à-dire que le pays prenne là-dessus.
prenne le dessus. C'est ça qui est le plus important. La Chine, on peut parler de Chine, on peut parler de Taïwan si on sort de l'Afrique. Je pourrais prendre l'Éthiopie aussi. Mais tous ces pays, il y a une chose qui est importante, que ces pays ont misé sur l'élite. Et l'élite de ces pays ont été des gens qui se sont le moins enrichis. Mais il y a eu des entreprises de rang mondial qui sont sorties de ces pays. Alors que dans les autres pays, on a eu l'effet contraire. Les élites se sont enrichies, mais on n'a pas produit des entreprises internationales. Monsieur Ba, vous parlez d'élite. Vous nous poussez un temps soit peu à vous poser la question de l'éducation. Aujourd'hui, quelles seraient les conséquences d'une année blanche? Vous pouvez, je pense en venant ici, je ne pense pas qu'on va aller vers une année blanche. Je pense que l'intelligence... Une année blanche, oui. Je pense que l'intelligence collective du Sénégalais ou du monde trouvera une solution qui permet de faire passer les gens qui ont au moins validé la moyenne pendant le premier trimestre. Et maintenant, les examens évaluent en cycle. Et il faudrait que les États trouvent l'intelligence d'organiser des examens qui prennent en compte le programme d'un cycle et pas le programme d'un semestre. Et je pense que l'erreur est là-bas. Quand je reviens sur le Maroc, regardez Maroc et Tunisie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, OK, on va organiser les examens sur le cycle. Et peut-être que je peux faire du si je me permets, puisque aussi c'est libre ici, je peux discuter. Peut-être que si on avait pris un peu le temps de discuter plus entre nous, je prends le cas du Sénégal, et on avait peut-être plus écouté la base, peut-être qu'il nous fallait attendre 1 semaine ou 2 semaines avant de déclencher la fermeture des écoles. Ça allait permettre peut-être toutes les académies de finir les compositions du premier semestre. Et on aurait une base qui allait permettre aux politiques de déclencher un processus. C'est bon, Fanta? Merci beaucoup, M. Ba. Oui. Merci beaucoup, Fanta. Très en forme ce soir. Merci pour tout. C'est la reprise. C'est ça. Les batteries sont suffisamment chargées. Alors, vous allez entamer avec nous la 3e et dernière partie de votre présentation après COVID-19, les variables déterminantes du modèle soutenable. Mais déjà, vous annoncez que pour le jeudi 11 juin, le webinaire du jeudi 11 juin, le thème porte sur pratiques religieuses en période de crise sanitaire. Et nos invités, le docteur Cherguey et l'abbé Alphonse Ndour, qui vont nous parler jeudi 11 juin à partir de 21h sur nos différentes plateformes de diffusion de pratiques religieuses en période de crise sanitaire. Lamine Ba, nous revenons à vous après COVID-19. Je vais essayer en 7 minutes de finir, puisque avec les questions et certaines choses, on avait déjà entamé la partie des leçons apprises au niveau global. Je pense que j'avais parlé de cette question de dire que cette crise a souffert d'un problème de dynamique globale de sortie de crise. Mais ce qu'on est en train de voir, et ça, c'est quelque chose, on a une solidarité intra-région qui est en train de se faire. L'Europe a déjà lancé son plan de sortie de crise, et qui est mené par le couple, si on peut dire Allemagne-France ou France-Allemagne, sur une dette institutionnelle de la Banque centrale. Peut-être que d'autres webinaires permettront de regarder, d'aller en détail sur ces questions. Mais ça veut dire quoi? On dit aux États, vous êtes assez fragilisés, laissez notre Banque centrale venir à la rescousse. Peut-être qu'il y a des États qui ne sont pas d'accord. C'est quoi? Parce que moi, ce que je pense, la dette, normalement, d'un État doit être une question d'écriture si on est intelligent. Je pense que Nongo Samba le dit souvent. Au niveau américain, on a vu comment la Federal Bank et le Congrès sont en train d'injecter de l'argent. La Chine a repris un programme d'investissement massif. Et voilà. Donc, on voit que les gens, de plus en plus, quand on parle de déconfinement, les gens sont en train de penser de relance. Pour moi, je pense que toutes ces questions, on est revenu. Ce que je peux appeler les invariants du modèle. Et je pense qu'il n'y a pas encore au monde une usine de fabriquer des gens. L'avantage qu'on a, ces 50 dernières années, on a produit des gens. Maintenant, il faut que cette puissance humaine soit
convertis en talents, capables de tirer les meilleurs bénéfices des ressources naturelles. La nouveauté, ce ne sera pas les ressources naturelles. On les a toujours. Mais ce qui doit être la nouveauté, il faut que notre ressources humaines deviennent des talents. Et ça passe pour moi par deux choses. Il faut qu'on investisse plus, ça je pense tout le monde le dit, hein, sur l'éducation, santé, protection. Mais il faut gagner surtout la course de l'innovation. Et la course de l'innovation, c'est quoi? Il faut qu'on s'organise à breveter si on reste dans le système actuel. Il faut qu'on brevette. Je reviens, et ça, c'est quelque chose que, passionnellement, je n'ai pas vu un pays qui a réglé son problème de développement sans que la force féminine soit au devant, travail. Et je ne sais pas en Afrique comment on va organiser pour que le travail de la femme ne soit pas seulement organisé autour de la maison ou du champ familial. Ça c'est quelque chose qu'on doit. Il faut qu'on remette la femme. Quand je parle de la femme, je parle de la jeune fille et de la femme. Mais pas dans le sens UN où on nous parlait de trucs, mais de vulnérabilité, mais ici, de le mettre comme un acteur. Maintenant, il y a la question de la digitalisation. Tout le monde en parle. Mais sur les femmes, peut-être certainement qu'il faut davantage mener le plaidoyer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir. Mais dans le contexte de la COVID-19, nous avons appris ici, c'est vérifié, que les États qui étaient dirigés par des femmes ont mieux géré la crise. Donc, vous voyez pourquoi je dis, pour moi, c'est le cœur de la transformation des ressources humaines, c'est les femmes. Ouais. Et ça, c'est quelque chose peut-être que nous doit faire plus de plaidoyer. Pas la femme en termes de, je pense, les problèmes d'excision, tout ça, mais en termes d'acteurs économiques, affirmés et confirmés, parce qu'elle est au devant. Maintenant, la digitalisation, pour moi, elle ne doit pas seulement se limiter aux transactions, aux administrations. La digitalisation doit permettre qu'on fasse passer nos langues de parler à l'écriture. Je taquine souvent. Pourquoi tous nos parents aiment WhatsApp? Parce que WhatsApp est simple, leur permet de parler. C'est simple, c'est simple. Il faut que les gens du savoir, que les chercheurs essayent de cette dynamique transformer. Maintenant, je reviendrai sur les autres aspects. Je pense sur les normes, j'en ai parlé. Pour moi, la bataille, ce n'est pas l'industrialisation. La bataille, c'est la norme, c'est les règles. Et ça, maintenant, la capacité logistique, on en a parlé. Ça, quelque chose, c'est un chantier que l'Afrique a commencé qui doit continuer. Mais pour un peu, je sais que l'ex est très orienté gouvernance, mais elle doit être faite dans le respect des règles de gouvernance. Il faudrait qu'on achète les infrastructures au prix coûtant et aux qualités de service qu'on veut. Maintenant, la monétisation de notre dette, je pense, j'en ai parlé. La dépendance alimentaire des importations, il faudrait qu'on le règle. Certains parlent beaucoup de secteur informel, mais moi, je parle de dépendance alimentaire des importations. Plus on avancera, plus on réduira la dépendance alimentaire des importations, alimentaire, vestimentaire, mettez tout dedans, moins il y aura de l'informel dans notre pays. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu aller se battre pour formaliser l'informel, ce n'est pas ça la bataille. La bataille, c'est notre dépendance alimentaire et d'équipement. On ne peut pas être le continent qui est le mieux doté en eau et être le continent qui maîtrise le moins cette eau. Et pour moi, ça, c'est le chantier phare, c'est la maîtrise de l'eau. Un pays comme le Sénégal, l'investissement le plus structurant qu'on ait fait jusqu'à maintenant, c'est le barrage. C'est les deux barrages. C'est ces deux barrages qui nous permettent de rêver d'autosuffisance alimentaire, d'oignons, tout ce qu'on dit. Il faudrait qu'on continue à faire ça. Parce que si on ne produit pas assez, on ne pourra pas transformer, on ne pourra pas faire une industrie. Souvent, on me dit des mangues pourrissent en Casamance, mais je dis il nous faut maîtriser ces mangues. Les maîtriser, c'est le stockage, c'est l'eau, c'est passer des plantations sauvages à des plantations domestiques. Maintenant, il y a une question essentielle que les gens ont commencé à travailler là-dedans, c'est la question des bourses africaines de matières premières. On a vu quand Côte d'Ivoire et Ghana se sont mis ensemble, sont parvenus à infléchir les donneurs mondiaux sur le prix. Maintenant, tout ça doit être pour moi, et je sais pas, mais je pense sur ces questions, on peut approfondir. La question de la gouvernance, je la lie à la solidarité productive. De plus en plus, je pense qu'il faudrait qu'on travaille sur cette question de solidarité productive. Pour moi, on ne faut pas qu'on est dans une solidarité de seulement Djohé. Il faudrait qu'on est dans une solidarité où on fait monter la personne l'échelle.
Aujourd'hui, moi qui vous parle, moi je suis un jeune orphelin. Donc, s'il n'y avait pas des gens qui m'ont aidé à monter l'échelle, à faire l'école publique et que j'arrive, peut-être que je serais un délinquant. Cette solidarité productive, c'est elle qui nous permettra de régler plein de problèmes. Et maintenant, je pense que, Lika, voilà à peu près ce que je voulais. Je les appelle des invariants. Peut-être certains verront. Mais moi, je fais beaucoup plus. Et je pense que les gens, on a essayé, en termes de conclusion, beaucoup ont essayé de tuer Friedman en disant, OK, l'ultralibéralisme ou quelque chose, c'est fini. Je ne pense pas qu'on inventera un monde où il n'y a pas d'échange. Donc, il nous faut, en termes de conclusion, il nous faut peut-être bien relire Friedman, parce que Friedman, pour moi, c'est deux choses. C'est deux choses. Je suis à la fin. C'est deux choses. C'est les entreprises qui font leur boulot, mais c'est un État qui veille. C'est un État qui met en place des règles. C'est un État qui tranche les litiges. C'est un État qui s'occupe d'éducation. C'est un État qui s'assure que ceux qui gagnent de l'argent payent l'impôt. On ne peut pas... Pour moi, il y a ces deux. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau que notre monde ou notre génération a, et je pense qu'on l'a dit, c'est tous les aspects, c'est tous les aspects liés aujourd'hui que ce que j'ai appelé la question des gouvernements locaux. C'est tous les aspects liés à la société civile en tant que telle. Quelle est une société civile africaine? Est-ce que c'est réel? Quel est son vrai rôle? Est-ce que son rôle, c'est seulement ça? Sur quoi on doit s'investir de plus? Et c'est des questions souvent avec certains, on en discute. Est-ce que la société civile, à un moment, doit se migrer en politicien et aller prendre la place ou elle doit rester? Je pense que ça, c'est des questions qui... Maintenant, il y a une chose qu'on a connue aujourd'hui. Après Covid, personne ne regardera l'Afrique, ce continent misérable. Il y a une révélation de nos capacités au monde. Ça, c'est quelque chose qui est venu. Maintenant, il faut que maintenant que nous-mêmes, qu'on se décomplexe, qu'on prenne notre destin de développement économique. Et je l'ai dit au début, je pense qu'il y a les gens qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, nos aînés ou nos grands-pères, leur mérite, c'est de revenir et de dire que, hey, au moins, ce petit État-là, on peut les diriger. Aujourd'hui, nous devons dire, OK, au vu qu'on a vu que quand c'est difficile, personne n'aide personne. Maintenant, il faut que nous comprenions les choses en main. Et moi, c'est pour ça que je suis contre quand les gens me parlent de plan de relance. L'Afrique n'est pas dans le cas d'un plan de relance parce qu'on n'était pas le champion du modèle avant Covid. Donc, on ne peut pas parler de relance chez nous. On doit aller vers un modèle gagnant. Quel est le modèle gagnant? Je pense, comme je l'ai dit, il faut qu'on se mette dans une conquête. C'est-à-dire que, mais tout ça, on ne peut pas le faire sans un leadership, une autonomie dans le management et dans l'exécution. Et ça, c'est clair. Et la Chine l'a démontré. C'est-à-dire quand vous voyez ce que Chine a fait, quand tu vois ce que vous avez, ce que Corée du Sud a fait avec la dame, vous regardez ce que Merkel a fait avec l'Allemagne, vous regardez ce qui est fait, vous avez ce que les gens n'ont pas fait en Italie, n'ont pas fait en France, n'ont pas fait aux États-Unis. On se rend compte, la question revient à une question de dire quel est le leader, quel est le ton dans le management? Parce que le rôle d'une élite, ce n'est pas de se sucrer des avantages. Le rôle d'une élite, c'est mener la transformation. Et merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Maud Lamine-Ba. Vraiment Oui, merci beaucoup. Et c'était très intéressant. Votre conférence était très instructive. On a été vraiment très, très, très content de vous recevoir ce soir pour parler de quel modèle économique après Covid-19 pour l'Afrique. Lamine-Ba, est-ce qu'un modèle économique homogène pour l'Afrique est possible? Pour moi, il ne peut pas être homogène. C'est pourquoi je dis qu'il y a des invariants qu'on va prendre, mais après, chacun en fonction. Parce qu'on a deux tendances en Afrique. Ceux qui pensent qu'il faut qu'on ramène tous au plus haut et qu'on gouverne tous ensemble. Ça, c'est... Oui. Et vous avez... C'est ça aussi la réconciliation qu'on a. Ceux qui voient les petits ensembles qui font des efforts. C'est pourquoi moi, je parle, quel que soit le niveau où on est, il faudrait que certaines choses... Moi, État, je dois produire des talents. La qualité de l'éducation de mon pays doit être au top. Les enfants qui sortent de mon école ne doivent pas envier les gens qui sortent de l'école des autres pays. Si on gagne cette bataille, on a gagné toutes les autres batailles. Très bien. Lamine-Ba, je compte vraiment sur vous, mais vraiment sur votre discipline et votre concision. 2 minutes par question. 2 minutes de réponse par question. Je vais faire 1 minute.
Le Sénégal aspire à l'émergence d'ici 2035. Beaucoup de programmes ont été mis en œuvre pour atteindre cet objectif dans le cadre du plan Sénégal émergent. Il est évident que certaines échéances ne seront pas respectées. Alors, la pandémie n'a-t-elle pas mis à nu ce qu'un autre économiste que vous avez cité, Nongosa Bassila, qualifie de limite du projet d'émergence? Je pense que je respecte beaucoup Samba. Je pense que cette ambition, moi, comme je dis, mais les termes, ce n'est pas ce qui est important, émergence, mais se dire de se donner une ambition de transformer son pays est quelque chose de louable. Maintenant, je pense qu'avec Covid, il y a des choses qu'on a appris et qu'on doit intégrer. C'est quoi? C'est simple. Il faut qu'on localise davantage les choses et moins dépendre des choses. Ça, c'est quelque chose. Peut-être que certains faisaient le plaidoyer et que certains n'étaient pas assez convaincus. Maintenant, Covid a tranché sur cette question. Et je pense qu'il serait intéressant peut-être que Lex invite nos collègues du ministère de l'économie pour un peu nous projeter sur l'après-Covid, qu'est-ce qu'on concorde pour les la rédactrice en chef est en train de prendre note. Voilà. Ça sera important, mais je ne veux pas aller en détail sur ces questions. D'accord, je comprends, mais expliquez-nous, pour nous autres profanes, sur les questions économiques, nous entendons beaucoup parler de croissance. C'est quoi la croissance? Je vais te donner quelque chose de simple pour comprendre la croissance. Vous êtes chef de famille. Si vous avez un salaire, vous avez des moutons que vous vendez, vous avez des choses comme ça, je dis, mais vous dépensez ou des trucs comme ça. Après, dans toute l'année, vous prenez la discipline d'écrire les choses ou de ne pas écrire, mais vous vous rendez compte, par exemple, que vous avez 1000 francs réels. Vous avez 1000 francs cette année. L'année prochaine, vous dites, OK, si les choses avancent, je fais des marges, je pense que j'aurai 1020 francs ou 1200 francs. Donc, pour qu'on calcule la croissance, on essaie de faire une variation de la différence. On rapporte, on dit que ce que tu as a augmenté de ça ou a diminué de ça. C'est ça, la croissance n'est que la façon dont notre revenu a augmenté ou a diminué. En fait, nous vous posons cette question-là parce que c'est une préoccupation qui revient souvent. Oui, mais estimons que la croissance doit aussi permettre d'enregistrer des progrès sociaux. Maintenant, après ça, depuis 2019, le Sénégal avait un taux de croissance de 6% depuis 4 ans d'ailleurs. Même s'il y a des avancées qui ont été enregistrées dans certains secteurs, nous avons assisté dans la même période à des pertes d'emploi. 263 établissements fermés ou en cessation d'activité qui ont occasionné plus de 1000 pertes d'emploi selon un rapport de l'ANSD. Il y a eu également des difficultés d'accès aux services sociaux de base. En dépit de ce taux assez fort, on n'avait pas senti que les Sénégalais avaient une meilleure qualité de vie. Oui, il faut qu'on revienne sur des choses très simples pour ne pas... Oui. Je pense qu'on peut perdre, dans un rapport, on peut prendre, mais ce rapport vous dit aussi qu'en glissement annuel, en valeur nette, il y a eu plus de création d'emplois. Maintenant, en théorie économique, c'est ça. S'il n'y a pas une vraie répartition, c'est les gens qui contribuent à la croissance qui voient la croissance. Je peux vous dire aujourd'hui, peut-être les gens qui voient plus la croissance, c'est les gens qui vont acheter dans les grandes surfaces. Pour dire de façon simple. Si aujourd'hui... que la croissance... Oui, la croissance, aujourd'hui, elle n'est pas encore assez inclusive. C'est normal, parce qu'on a une croissance qui est structurée sur de l'investissement public. Oui. Si je le dis comme ça, sur les travaux, sur des choses. On a une croissance qui tourne autour de l'immobilier, du service financier, du tourisme, des exportations. Donc, regardez les gens qui sont dans ça. C'est eux qui vont le plus sentir la croissance. Maintenant, ce que le Sénégal a fait et qui était assez intelligent ou qui mérite d'être mieux regardé, c'est de dire que l'État lui-même prend dans ce qu'il reçoit dans les taxes de tout le monde, une part et l'alloue aux gens qu'il pense les plus pauvres pour leur permettre de sentir des choses. Ça, c'est quelque chose... non, maintenant, je sais que, comme je vous ai dit, il y a des choses à parfaire. Mais c'est ça que j'ai dit, pour moi, il y a un indicateur qu'on doit regarder dans nos pays. C'est le nombre moyen d'années d'éducation. Le Sénégal, les moyens
quand on regarde, le Sénégal est moins à entre 5 et 6 ans au maximum niveau d'éducation. Donc, Une question, Fanta, pour M. Ba. Oui, il y en a quelques-unes. Donc, je viens rapidement. Est-il possible de se développer si on a un secteur privé essentiellement de vente? Pour moi, il faut, en fait, le secteur, la vente est importante dans tous les, de toute façon, c'est le paradoxe du Sénégal, quoi. On a les structures de l'économie d'un pays développé sans l'aide, parce qu'on a un secteur commercial qui gonfle. Mais ça, je reviens sur ce que j'avais dit. C'est les importations. C'est ce qu'on distribue, ce que la population achète, ou ce que les distributeurs vendent n'est pas produit par le pays. Et c'est ça, le changement structurel, il est dans ça, en fait. La vente, ce n'est pas un problème, parce qu'un vendeur, il cherche de la marge. Le jour que les gens ont compris que vendre le riz sénégalais a plus de marge que le riz importé, les gens ont vendu le riz sénégalais. Deuxième question, Fanta. En Afrique, le principal handicap, elle dissocie les pays, c'est un spectateur anonyme, les pays francophones et les pays anglophones face à la course au développement. Et comparé à l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud, pour elle, les francophones sont derrière. Et pour quelles raisons déjà? Quelles seraient les raisons? Et comment les francophones peuvent reprendre la main? Je pense qu'en Afrique, maintenant, on a dépassé cette session de francophones, anglophones au niveau. On raisonne en région. On raisonne en zone. Ça, c'est quelque chose. Je pense que ce n'est pas forcé, parce que quand on regarde, le Maroc est un pays francophone, n'est pas dernier. Côte d'Ivoire est un pays francophone. Je ne pense pas que Côte d'Ivoire est dernier. Et je pourrais en citer. Voilà. Donc, je pense que le problème n'est pas un problème de langue. Le problème, c'est un problème pour moi, je reviens encore, c'est un problème de système, c'est un problème de sérieux d'une élite pour porter son pays au devant. Une génération d'Éthiopiens, d'élites éthiopiens, en 86, quand nous étions enfants, on faisait de la quête pour l'Éthiopie. Les gens allaient en Jeux olympiques, on faisait de la quête pour l'Éthiopie. Une génération de gens se sont battus pour 25 ans après. On ne parle plus de ça pour ce pays. C'est simple. Pour moi, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est nous. C'est nous le problème. C'est nous l'élite le problème. Ce n'est pas la population, ce n'est pas les étrangers, ce n'est pas autre chose. C'est nous. Merci beaucoup, Lamine Ba. Fanta, les autres questions, vous les tweetez et puis Lamine va se charger de répondre. Revendication de taille, M. Ba n'est pas sur Twitter. Ah oui. Non, je suis sur Twitter, mais j'ai un problème. C'est que je suis sur Twitter sur Cherries. D'accord. C'est-à-dire que tous mes trucs de réseaux sociaux ne sont pas liés à mon nom professionnel, mais à mon nom personnel. Exactement. De toute façon, les discussions vont se poursuivre si vous vous connectez également sur les pages Facebook de Lex-Africa, de JIDER, ou bien le hashtag webinaire, le hashtag CitizenLex. Vous aurez les autres questions de nos followers qui sont venus très nombreux pour la reprise de nos activités après quelques semaines de pause. Et nous avions eu l'honneur d'avoir reçu notre premier invité, Mamadou Lamine Ba, le directeur de l'environnement des affaires à l'APEX de Cheba. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que vous serez là jeudi prochain, 11 juin, à partir de 21h. Vous serez maintenant au rendez-vous. Okay. Et vous amènerez d'autres personnes pour nous suivre. Nous allons parler pour jeudi des pratiques religieuses en période de crise sanitaire avec comme invité le docteur Cheikh Gueye et l'abbé Alphonse Ndour. Ce sera jeudi prochain. Merci à tous les followers d'avoir suivi ce webinaire. Merci aux deux présidents des organisations. Il s'agit de Eliman Abikana pour Lex et de Fante Diallo pour JIDER. Merci à toute l'équipe, Rokaya, la rédactrice en chef, Ndeye Absa, la conseillère, Marhadi Djainaba, et une mention spéciale pour les garçons, Mohamed Nias, Djibi Ndiaye, Abraham Niassi. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez une excellente nuit. Au revoir. Merci beaucoup.